Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce nouveau numéro de Polygone. On est dans un site chargé d'histoire qui a fait la splendeur passée de la ville et qui pourrait devenir son fleuron. Les faïenceries de Sarreguemines, une friche pleine d'avenir. On va en parler avec 4 invités. Le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, la directrice des musées de Sarreguemines, Julie Kiffer, un ancien employé des faïenceries, Raymond Netzer, et Julien Mort, conducteur de travaux de la société Lingenheld, travaux spéciaux. Merci à tous les 4 de participer à cette émission. Raymond Netzer, j'ai commencé avec vous. Quand je vous dis faïencerie, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Une longue carrière. Ça me fait un peu mal de rentrer de nouveau dans cette charmante usine que j'ai connue depuis 1964. C'est beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions. Depuis 1964 jusqu'à 2007, ça va être 43 ans de carrière. Joli parcours. On va en parler, mais pour que les téléspectateurs puissent comprendre un petit peu ce qu'était ce site, et avant de parler de l'avenir de ce site, on va faire un plongeon dans le passé pour retracer l'histoire des faïenceries de Sarreguemines. Alors vous allez voir, c'est un condensé en images. En fait, c'est un reportage qui avait été réalisé en 2007 à la fermeture définitive de Céramique de Sarreguemines. La nouvelle a retenti comme un coup de massue. Le 9 janvier 2007, la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de la société Céramique de Sarreguemines. Fin de l'histoire pour cette entreprise qui était ballottée depuis 2001 entre dépôt de bilan, plans sociaux, redressement judiciaire et sursaut d'espoir avec la reprise de la société en 2002 par 19 salariés et cadres devenus actionnaires. En 2007, c'est la fin de plus de 2 siècles de tradition faïencière à Sarreguemines. Si depuis 1979, la fabrication de vaisselle a été définitivement arrêtée pour se concentrer uniquement sur le carrelage, la faïencerie de Sarreguemines a construit sa notoriété depuis 1790 sur la vaisselle, avec des pièces qui ont fait le tour du monde, notamment le fameux service Aubernais. Tout commence en 1790, lorsque 3 Strasbourgeois, négociants en tabac, Joseph Fabry ainsi que 2 frères, Nicolas et Augustin Jacobi, installent une manufacture de faïence à Sarreguemines dans un moulin à huile. À ses débuts, elle emploie une vingtaine d'ouvriers et ne possède qu'un seul four. On y fabrique de la faïence fine, dite cailloutage. Mais face à la concurrence, les 3 associés s'endettent. En 1800, Nicolas Jacobi cède ses parts à Joseph Fabry et à Paul Utschneider, un Bavarois installé à Strasbourg. Ce dernier redresse la situation financière en introduisant à Sarreguemines des techniques observées en Angleterre lors d'un voyage d'études. Sa production est remarquée aux expositions nationales, où il remporte de nombreuses médailles d'or. Ses grès imitant la pierre dure sont particulièrement appréciés, y compris par l'empereur Napoléon Ier, qui passe commande en 1812 de plusieurs de ses vases. En 1836, Paul Utschneider se retire et confie la direction de l'usine à son gendre Alexandre de Geiger, lequel effectue un rapprochement en 1838 avec la manufacture Villeroy et Boch. Les 2 sociétés préfèrent le partage des marchés à la concurrence. La manufacture sarregueminoise bénéficie d'investissements importants. En 1868, à l'exposition universelle, Sarreguemines est reconnue comme la plus grande manufacture d'Europe. En 1871, à la suite du traité de Francfort et de l'annexion de la Moselle à l'Allemagne, Alexandre de Geiger s'exile à Paris et laisse la manufacture aux mains de son fils, Paul de Geiger. Pour conserver le marché français, il fonde des succursales à Digoin en 1877, puis à Vitry-le-François en 1881. C'est l'époque où la manufacture était la plus développée, on va dire, son apogée en quelque sorte, et elle employait 3300 ouvriers. Elle était connue dans le monde entier. On exportait des carrelages aussi bien en Amérique du Sud qu'en Chine. Mais les 2 guerres mondiales mettent un terme à cette phase d'expansion. En 1945, après l'annulation de la vente de 1942 à la firme Villeroy et Boch, la faïencerie de Sarreguemines revient de droit à la famille Casal. En 1978, le groupe céramique de Lunéville, Badonvillers et Saint-Clément, formé en 1922 par Édouard Fenal et concurrent le plus direct de la firme de Sarreguemines, réussit par une OPA à acheter la majorité des parts du groupe Sarreguemines Digoin Vitry-le-François. Aujourd'hui, de toute cette épopée, il ne reste qu'une friche qui intéresse déjà les promoteurs immobiliers, ainsi que le magasin de vaisselle racheté le 12 décembre 2006 par Lunéville Saint-Clément Niederwiller, et bien sûr le musée, témoin de cette aventure industrielle. Et ici, tout a bien changé. Raymond Netzer, qu'est-ce que vous ressentez en voyant comme ça le site? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise, je ressens? J'ai vu
l'usine en 64, j'ai commencé en 64. Bon, il y avait un savoir-faire manuel, des milliers de centaines de personnes occupées à dessiner, à façonner. Et 10 ans plus tard, on a commencé à moderniser tout cet automatisme qui, Sarreguemines, c'était une des usines les plus modernes d'Europe, du monde, en fabrication de carrelage. Et moi qui ai un boulimique de l'automatisme, du technique, moi ça m'a touché quand on a fermé parce qu'il y avait un savoir-faire technique, on avait des machines en très bon état. Comparé à des gens comme le groupe Malény à Metz, tout ça, où j'étais un peu consultant après. Et quand je vois la situation chez eux et chez nous, c'était le jour et la nuit. Et vous aviez beaucoup évolué dans l'entreprise parce que on a des images de vous, par exemple, un an avant la fermeture, il y avait eu des portes ouvertes. C'était vous d'ailleurs qui guidiez les gens. Et vous avez exercé différentes fonctions dans l'entreprise. J'ai évolué beaucoup, oui, parce que bon, j'en voulais toujours. Bon, j'ai fait beaucoup de formations. J'étais 6 mois à Paris, à l'Institut national de la céramique, surtout en tant que thermicien et l'automatisme sur les fours. Et après, je me suis toujours bataillé, parce que c'est une passion. Une passion, c'est un métier. Travailler dans une usine aussi moderne, voilà, c'est une... Et tout ça s'est malheureusement arrêté en 2007. Alors là, on est presque 20 ans après la fermeture. Les choses ont mis très longtemps avant de commencer à bouger. Alors, il faut dire que le changement de propriétaire ne s'est effectué qu'en juillet 2008. Après 10 ans de tractation, on aboutit finalement à la vente du site pour 2,8 millions d'euros à l'établissement public foncier de Lorraine, devenu aujourd'hui l'EPFGE, l'établissement public foncier du Grand Est. Marc Zingrave, ça signifie que la ville n'est pas propriétaire des lieux, mais c'est quand même elle qui décide. Oui, absolument. Moi, j'ai vécu cette période-là. J'écoutais avec attention M. Netzer parce que moi, je partage son sentiment. Entre 2001, où je suis rentré au conseil municipal dans l'équipe de Céleste Latte, et puis 2007, j'ai vécu un peu les tractations. Je n'étais que conseiller municipal, un grand débutant à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai une forme de nostalgie. Parce que j'ai le sentiment qu'à l'époque, on n'était pas armés, les uns et les autres, pour faire face à la situation. Le rythme du monde, l'évolution du monde, nous a pris un peu de vitesse. Parce que si aujourd'hui, on en était au même stade, on essaierait d'autres armes. Je pense qu'on essaierait d'autres armes, et je vais vous donner très concrètement un exemple qui va dans ce sens-là. Vous voyez ce qui a été fait chez nos voisins avec les boules de Meisenthal, par exemple, où ils ont réussi à garder quand même une activité et un savoir-faire qui était précieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait la priorité. Aujourd'hui, on démarcherait complètement différemment. Mais vous savez, c'est facile d'avoir sagesse a posteriori. À l'époque, on a été un peu pris de vitesse dans un monde qui bougeait très très vite. Donc, je reste persuadé qu'aujourd'hui, il y a encore des perspectives, non seulement pour les lieux, mais y compris pour l'activité, puisque nous allons, avec le service culturel, une partie de mes élus, près de Berlin, à Zana ou Zana Flissen, vous le savez, produit encore un certain nombre de carrelages dans un savoir-faire hérité d'ailleurs des familles qui ont dirigé les lieux ici. Donc si on est capable encore de faire des merveilles là-bas, il y a peut-être des choses à échanger et des perspectives à retrouver pour notre territoire. Et à explorer. Alors on va en parler de l'avenir tout au long de cette émission, mais pour le moment, ici, c'est une friche et qui se délabre encore plus au fil des années. Je disais, le propriétaire en ce moment, c'est l'EPFGE. Quelles sont ses missions en tant que propriétaire du site, mais aussi en tant que partenaire de la ville ? Oui, alors l'EPF, l'établissement public foncier Grand Est, est un organisme qui permet aux collectivités, à la mairie en l'occurrence, d'être presque propriétaires par procuration, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont mandat pour nous et qu'effectivement, ensuite, eh bien, selon les moments où la question est mûre, qu'on a les projets, qu'on a les intentions, qu'on a la possibilité de faire, eh bien, on rachète, nous, à l'EPF.
ou si ce n'est nous, eh bien c'est nous qui devons garantir auprès de l'EPF Grand Est eh bien que tel ou tel acheteur, eh bien nous le soutenons et qu'on lui donne le droit de faire, de reprendre et de monter son projet. Donc nous maîtrisons la situation de cette manière-là et évidemment nous avons convenu pour que cela puisse se faire d'un calendrier avec l'EPF Grand Est qui suit des travaux maintenant. Nous voyons évidemment, j'allais dire presque quotidiennement. Julie, la responsable de nos musées, est déléguée pour cette mission de surveillance et suit un petit peu les opérations pour ce qui nous concerne ici. Mais tout cela est très réglementé. Ce n'est que depuis un des derniers conseils municipaux que nous avons mis en place une ZAC, zone d'aménagement concerté, qui fait partie de cette procédure administrative qui suit l'accompagnement, qui suit les travaux qui se font ici, jusqu'au moment, je ne sais dans combien de temps, où tout cela va retrouver une vie avec des bâtiments en fonction, avec de la voirie, avec de l'habitat, avec de la vie, tout simplement. Alors dès 2007, on évoquait cette friche, on parlait de l'incertitude de son avenir. Il faut dire qu'on est sur un site gigantesque, 33 hectares, dont 7 hectares de forêt. Et on est en plus en plein cœur de ville. Ça, quelque part, c'est une aubaine pour Sarreguemines. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir une telle réserve en quasi-centre-ville. Alors, c'est vrai que c'est une aubaine, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de villes que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Dans l'Est mosellan, par exemple, où nous avions une tradition industrielle, eh bien, certaines villes se retrouvent avec des friches. Alors, les friches ont été longtemps un vrai problème. Aujourd'hui, c'est plutôt un avantage d'avoir des friches, parce que ça va nous permettre d'avoir des projets in situ et quasiment au centre-ville, comme vous venez de le dire, à un moment où d'autres sont très contraints, vont être de plus en plus contraints d'ailleurs pour construire. Nous, on a la possibilité à la fois de s'étendre et d'avoir des projets. Alors on n'en est pas encore à construire et alors que le devenir de cette friche n'est pas encore vraiment défini finalement, de premiers travaux ont commencé depuis le début de l'année. Alors Julien Mort, détaillez-nous un peu en quoi consistent ces travaux. Alors moi je suis représentant de l'entreprise Linguenel aujourd'hui. Donc en fait l'ensemble du chantier est divisé en 3 lots, donc un lot désamiantage, un lot démolition et un lot dépollution. Donc on est titulaire de ces 3 lots aujourd'hui. Donc en fait quand on est arrivé sur le chantier, comme on l'a évoqué précédemment, c'est une friche qui avait vécu avec des endroits un peu dangereux. Donc il y avait notamment une première partie qui a consisté à sécuriser les lieux et à dépolluer parce qu'il y avait beaucoup de fibres d'amiante, de choses comme ça, de détritus pollués à nettoyer déjà pour nos équipes pour qu'on puisse circuler en sécurité. Donc ça c'était la première grande phase qui a touché à sa fin il y a 1 mois. Et là la deuxième grande phase va débuter puisqu'on a reçu le permis de démolir. Donc il nous permet de notamment désamianter l'ensemble des toitures et bien sûr de commencer les démolitions des bâtiments. Donc on est au tout début du désamiantage-démolition de cette friche. Oui, puis moi j'ai eu l'occasion de prendre des images d'ailleurs cette semaine. Quand on dit désamianter les toitures, ça veut dire aussi monter avec les nacelles et aller à la main avec le chalumeau, bout de ferraille par bout de ferraille. Oui, tout à fait. Donc le désamiantage, c'est un métier très compliqué. Donc notamment sur des friches comme ça, là on parle il y a presque 20-25 000 m² de toiture à désamianter, toiture bardage. Tout se fait à la main depuis des nacelles avec des travaux en hauteur. Donc on a des équipes très qualifiées pour faire cela, donc spécialisées dans le désamiantage. C'est vrai que la particularité d'une friche comme celle-là, il y a plus de 50 000 m². C'est des bâtiments qui sont très divers entre eux, qui ont évolué, où il y a des démolitions, des reconstructions, des réaménagements au fil de l'eau. Donc ça fait une diversité de bâtiments très complexe pour nous, pour la démolition et pour le désamiantage, parce qu'il y a des bâtiments qui ont 100 ans d'écart sur ce même site. Donc ça fait appel un peu à toutes nos phases de nos métiers. À chaque fois, il faut se réadapter aux différents bâtiments. Et puis, j'ai entendu que vous êtes tombé sur des surprises, que vous avez fait des trouvailles, et en l'occurrence des trouvailles faïencières. Je voudrais que vous nous racontiez, c'était où, ça s'est passé, comment est-ce que vous y attendiez à ça? Alors on s'y attendait un peu puisqu'on avait échangé avec Julie ici présente. En fait, ils ont remblayé le site avec, on va dire, des déchets de faïencerie d'époque. Donc ils utilisaient ça comme remblai avant de reconstruire. Donc quand on a commencé à démolir les premiers dallages,
forcément on est retombé sur ces déblais-là, et dans ces déblais on a retrouvé des assiettes complètes, ce genre de choses. On a aussi découvert, il me semble, un appareil photo dans un faux plafond quand on faisait ce qu'on appelle le curage. Donc avant de démolir, il faut qu'on enlève tout ce qui est seconde œuvre. Donc quand on enlève des faux plafonds et choses, parfois ils ont caché des objets dans ces faux plafonds qu'on a pu découvrir et remettre au musée. Et en fait, les autres découvertes qu'on va faire, c'est plutôt du type structurel, notamment des anciennes voûtes en briques, des choses en fait qui étaient cachées, qui ont des anciens bâtiments démolis, qui ont construit des bâtiments plus modernes. Et ça, en fait, au cours de la démolition, c'est des choses qu'on va découvrir. Et là, il est même possible encore de découvrir d'autres cavités. Parce qu'on a par exemple également découvert une cave qui était inexistante, qui a été murée, avec des anciennes petites cales qui servaient à la production de l'usine, mais dont tout le monde avait oublié l'existence. Dans tout ça, Julie Kiefer, est-ce qu'il y a des pépites qui ont été retrouvées ? Alors oui, bien sûr, l'archéologie industrielle qu'on est en train de faire actuellement sur le site, c'est quelque chose de captivant. On est régulièrement appelé quand il y a des trouvailles, et ils nous les mettent bien soigneusement de côté. On retrouve en fait des choses très disparates, et c'est amusant de voir dans quelle zone le remblai, quel type de remblai a été utilisé dans quelle zone. Parce qu'on constate qu'à certains endroits, on ne va avoir qu'un remblai de carrelage plutôt moderne, alors que dans d'autres endroits, on retrouve des éléments de service de table, où récemment on a découvert plein de petits pots, des pots d'hygiène qui ont été retrouvés, donc qui ont une marque spécifique. Et quand on arrive à retrouver la marque de fabrique sur les tessons, nous, ça nous permet aussi de dater approximativement l'époque de la pièce, et d'avoir des choses assez amusantes, puisqu'on retrouve des pièces qui sont vraiment antérieures à la date de création du site. Donc ça nous amène à penser qu'à un moment, ils ont peut-être fait des transferts de remblais d'une usine à l'autre, puisque trouver des pièces de la première moitié du 19e siècle ici, sur un site qui a été construit au moment de l'annexion, a priori, c'est pas ce qu'il y a de plus logique. Donc nous, ça nous oblige à remonter un petit peu le fil, à refaire l'histoire du décor, l'histoire de l'objet, et essayer de comprendre ce que ça fait là. Et vu l'avancée des travaux, là, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux ? Il y a encore des espoirs de trouver comme ça des pépites, ou a priori Je dirais plutôt oui, vu qu'on vient que de commencer les démolitions de dallage de bâtiments qui étaient déjà démolis. Donc là, il reste 95% du site sur les bâtiments à démolir encore. Donc on n'est qu'au début vraiment de ce qu'on pourrait potentiellement trouver, si tant est qu'il y a encore des choses à trouver. Mais je pense que oui, personnellement. Alors, quels espoirs vous aimeriez qu'ils découvrent quoi ? Alors déjà, avec les dernières caves qu'on a trouvées, ça nous permet de savoir deux choses. D'une part, quand les caves sont pleines, d'identifier pourquoi ça a été laissé à cet endroit-là, qu'est-ce qui se trouve dedans, de dater approximativement, puisque la plupart des découvertes, évidemment, ne figurent pas sur nos plans. Alors parfois, sur certaines zones, ils savent à peu près que il y avait, par rapport à l'ancienneté des bâtiments, qu'on peut trouver certaines cavités à certains endroits, et puis parfois, ça apparaît nulle part. Il faut dire aussi que nos archives sont assez lacunaires. On va avoir des plans, mais comme c'est une entreprise privée, on est un peu dépendant des archives privées qui ont été laissées. Alors il y a quelques archives dans nos services, notamment au service urbanisme à la mairie, qui ont déjà été scannées, mais ça reste des périodes assez récentes. Donc de temps en temps, vous parliez tout à l'heure de l'évolution des bâtiments, il y a des périodes qui nous manquent du point de vue de la documentation, et de trouver physiquement quelque chose, nous, ça nous permet de faire coller nos plans au terrain, et de se rendre compte que parfois nos plans, ils sont incomplets, donc on les corrige au fur et à mesure. Il y a plein de caves cachées. Il y en a quelques-unes, oui, et parfois il y a des belles choses qui sont cachées dedans. Donc on espère qu'il va y avoir encore d'autres trouvailles. Les travaux sont loin d'être finis. Là, cette phase de désamiantage, dépollution et démolition, ça va durer combien de temps ? Alors il est normalement prévu que ça se termine premier trimestre 2025. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de tout finir encore cette année. Donc là, on va monter en charge au niveau matériel, notamment parce qu'actuellement, il y a 3-4 pelleteuses de 30 à 60 tonnes présentes, et on va encore renforcer ses moyens humains et matériels pour essayer de tenir un planning qui est serré. Et notamment pour tout ce qui est dépollution, l'idée, ça serait... Alors la dépollution, hors des amiantages, je parle, il y a un lot de dépollution qui est pour des terres polluées, parce qu'il y a des terres encore polluées à l'hydrocarbure, ce genre de choses. Donc ça, l'idée, ça serait d'essayer de les faire fin de l'été, quand la SAR est assez basse. C'est plus simple
Si on attend trop cette phase-là, il va y avoir plus d'eau, surtout qu'actuellement il y en a déjà beaucoup. Ça va être plus compliqué de faire ça en hiver, donc on va essayer de faire en sorte de faire ça encore cet été. Et là, en tout cas, tout ce qui est superstructure, démolition de tous les bâtiments à démolir en superstructure, je parle, ça, à la fin de l'été, on en verra le bout. Ça va aller assez vite. L'essentiel du travail en démolition, c'est notamment les infrastructures, c'est ce qu'on voit un peu moins, les dallages, ce genre de choses. Oui, mais le reste, ça va très vite, vraiment beaucoup changer d'allure. Alors, il y a des choses, il y a des trouvailles que vous avez faites dans les caves, mais il y a des choses aussi qui sautent aux yeux. On en a d'ailleurs plein autour de nous. Ce sont les graffitis. Il y en a beaucoup qui ont été réalisés. Est-ce que certains peuvent avoir un intérêt muséal? Est-ce qu'il y en a qui vont être conservés? Alors pour l'instant, avec les collègues, notamment du service communication, on a fait une couverture intégrale de tous les tags et à toutes les époques, parce qu'il faut savoir que de temps en temps, des tags disparaissent, d'autres apparaissent. Donc depuis qu'on est entré dans le site en 2018, après le rachat par l'EPF Grand Est, on a pu venir faire des campagnes assez régulièrement, ce qui nous permet d'avoir une belle couverture. On constate aussi que certains tags sont allemands, ce qui montre aussi que c'est fréquenté par un public transfrontalier et c'est clairement lié à la position de Sarreguemines. Là, on a quelques beaux exemples autour de nous, mais il y en a sur quasiment tous les bâtiments. Oui, même si évidemment la fréquentation du site était très clairement interdite au public et qu'elle l'est toujours pour des raisons évidentes de sécurité. On a beaucoup parlé du passé, de démolition, mais Marc Zingraff, l'objectif n'est pas du tout de faire table rase du passé. Tout ne va pas être démoli. Quels sont les bâtiments ou les types de bâtiments qui vont être préservés ? Alors tout d'abord, moi j'ai envie de dire qu'on aurait aimé garder un maximum de bâtiments. Ça nous fend le cœur parce qu'on pense à toute l'activité qu'il y a eu ici, on aimerait bien tout garder. Malheureusement, c'est impossible. L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre en considération nos finances. Donc il faut trouver un compromis entre ce qu'on va garder, pour des raisons objectives, à savoir en termes de qualité de bâtiments encore en bonne santé, etc. Service à rendre à la population, de beaux volumes, c'est le cas par exemple de la salle dans laquelle nous nous trouvons, et puis intérêt culturel, intérêt historique aussi de certains endroits qui sont liés à un moment précis de l'histoire des lieux. Voilà, donc c'est un compromis de tout cela et nous avons très prochainement une réunion pour statuer encore des derniers choix. Alors évidemment, on va être entre 20 et 30% en gros de conservation, peut-être un peu plus. On est encore en train de discuter de tout ça. Donc l'idée, c'est de sauver à peu près un quart des bâtiments. Oui, l'idée, c'est d'arriver à sauver à peu près un quart des bâtiments, de le faire bien dans le respect des règles et des bâtiments, et d'en faire un usage qui soit tourné vers l'avenir. Les projets, en même temps, commencent à nous arriver. Oui, bien sûr. Alors, on va en parler dans le détail, mais je voudrais qu'on en parle justement dans le détail de certains bâtiments. Parce que, évidemment que les possibilités sont multiples et que c'est ça la grande question, l'avenir de cette friche. Il y a par exemple, à l'entrée du site, le bâtiment emblématique, le bâtiment de la direction. Lui, par exemple, il pourrait devenir quoi ? Alors, le bâtiment de la direction, le bâtiment des moules et tous les bâtiments anciens qui sont à l'entrée seront pris en compte dans un projet de transfert de musée ou de délocalisation. Alors, Julie me corrigera dans le vocabulaire, mais l'idée, c'est de transférer, d'avoir un bâtiment muséal qui vienne parfaire le parcours muséal que Sarreguemines propose entre le musée qui se trouve sur la Blise, le musée des techniques faïencières, le musée qui se trouve en ville, et puis une unité muséale qu'on voudrait extrêmement actuelle, extrêmement valorisante pour la très abondante collection que nous avons, pour les pépites dont vous parliez tout à l'heure, que nous avons au musée. Donc les bâtiments anciens à l'entrée dont vous parliez seront pris en compte dans ce projet muséal. Priorité pour le musée. Alors vous, je suppose que vous en rêvez d'un nouveau musée, vous l'imagineriez comment ? Si vous étiez seule décideuse. Alors on a déjà des petites idées, chacun des membres de mon équipe a déjà des idées. Là effectivement on est en train d'imaginer un mélange d'anciens, donc conserver les bâtiments anciens, leur redonner une nouvelle fonction, y adjoindre peut-être une construction plus moderne, plus contemporaine qui répondrait aux normes professionnelles, puisque ça nous permettrait notamment d'avoir des réserves uniformisées qui répondent à toutes les normes en matière de conservation. Et surtout ce projet de musée pour lequel on est en train de lancer une étude de faisabilité, donc un cabinet spécialisé est en train de travailler avec les équipes municipales sur ces questions. Ce projet va nous permettre de montrer
davantage de pièces, puisque ce que vous voyez actuellement au musée de la Faïence, c'est à peu près 12 à 15% de ce qu'on a caché dans les réserves. C'est infime, on n'a pas trop de place, il y a des problèmes d'accessibilité dans le musée de la Faïence, donc l'idée serait effectivement de redéployer les collections du musée de la Faïence vers ce nouveau musée, et ça nous permettrait surtout d'aborder des thématiques qui sont aujourd'hui soit très rapidement survolées, soit quasi absentes du circuit de visite. On parle des grands directeurs, on parle très rapidement des ouvriers. Sarreguemines, à son âge d'or, c'est plus de 3000 ouvriers uniquement sur ce site. Et pourtant, M. Netzer parlait tout à l'heure d'un savoir-faire, d'une fierté. On en parle assez peu actuellement, faute de place. Donc là, on voudrait vraiment donner plus de visibilité à ces savoir-faire, à tous les savoir-faire, que ce soit de l'artiste, du modeleur, du graveur, du peintre, du façonneur, enfin voilà, tout corps de métier confondu. Et l'idée, c'est donc c'est pas de créer un troisième musée, c'est de déménager le musée qui est actuellement au centre-ville, rue Poincaré. Alors, déménager n'est pas non plus tout à fait, n'est pas tout à fait l'expression qu'il faudrait, mais il s'agit effectivement d'ajouter un bâtiment à ce que j'appelais le parcours muséal. Nous avons fait ce choix, il y a maintenant déjà longtemps à Sarreguemines, que d'avoir un musée des techniques faïencières, un musée en ville où nous avons le jardin d'hiver, qui n'est pas facile à transporter, qu'il faudrait démonter pièce par pièce, et Dieu sait que ce serait compliqué, ça coûterait une petite fortune. Donc aujourd'hui, on sait que le site muséal de Sarreguemines repose sur différents pôles. L'idée quand même est d'avoir un nouveau pôle, comme le disait Julie à l'instant, qui soit ultra moderne dans sa muséographie, dans sa présentation, dans sa mise en scène de nos collections, et des gens qui ont fait la fierté de la tradition faïencière. Donc il faut mettre en scène aujourd'hui, comme on sait le faire, avec les moyens d'aujourd'hui, sur le site, en articulant l'ancien et le futur, c'est-à-dire la technologie. Vous parliez de la passion pour la technologie avant, voilà, en se servant de cela. Alors, autre exemple concret, ici, on est dans la halle 23 qui va être conservée. Qu'est-ce qu'elle pourrait devenir ? On n'a que l'embarras du choix, si je puis dire. C'est grand un ici, très beau volume. Quand on y est, on sent tout de suite que l'air y est sain, malgré les flaques d'eau et les intempéries. Ce sont de très beaux volumes avec une lumière zénithale, donc c'est un bâtiment qui peut être très clair, dont les structures porteuses sont encore en bon état et qui présente un beau volume. Vous voyez, spontanément, vous pouvez prévoir ici, par exemple, un marché couvert. Vous avez pratiquement une structure qui s'y prête. Et les Sarregueminois n'ont pas d'endroit avec un marché couvert à l'heure actuelle. C'est un exemple. On peut imaginer, parce que c'est situé un petit peu à l'écart, une salle de concert. Nous n'avons pas aujourd'hui de salle de concert. Alors c'est un peu en longueur, mais malgré tout, il y a des volumes qui permettraient d'en faire quelque chose. On peut le compartimenter. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup le compartimenter? Parce que son intérêt, c'est justement son volume. À voir, mais tout est possible. On peut aussi prévoir de l'agriculture urbaine. J'ai eu un projet, il n'y a pas longtemps, qui aurait pu se satisfaire d'un endroit comme celui-là. Voilà, certains endroits, certains projets, je ne peux pas les dévoiler non plus, parce qu'il y a une concurrence des projets sur le site. 33 hectares, c'est très grand, mais malgré tout, si vous enlevez les 7 hectares de forêt qui poussent là, à notre droite, eh bien, vous voyez, vous avez déjà l'addition qui se réduit un petit peu en surface. Le projet de votre prédécesseur, Céleste Lette, de créer un casino sur le site des faïenceries, ça c'est abandonné en revanche. Non, le casino est toujours sur la liste. Le casino est toujours quelque chose qui est suivi, pour lequel nous avons un dossier au ministère et pour lequel il y a des échanges au gré de l'avancée du dossier, des textes de loi, puisque vous savez que chaque année, la loi sur les casinos en ce moment est un peu revue. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans les clous. Nous avons obtenu il y a peu le label de ville touristique, qui était une des conditions. Donc, le projet n'est pas abandonné, simplement. Il fait partie de la considération que nous portons à un certain nombre de projets qui demandent à être présents sur ce site. Il y a de très nombreuses propositions qui ont été faites au fil des années. En octobre 2021, il y a 60 étudiants en architecture et urbanisme français et allemands d'ailleurs qui avaient imaginé le devenir du site. Est-ce que ce sont des propositions qui peuvent être prises en compte ? Bien sûr, on a eu la chance de bénéficier de l'expertise déjà de certains jeunes architectes talentueux, pour certains, en tout cas les travaux nous ont beaucoup séduits. Et puis on a vu des dénominateurs communs.
c'est-à-dire que sur l'ensemble des propositions, eh bien tous ont proposé de maintenir la forêt, par exemple. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, mais c'est vraiment notre intention. Il y a une rivière qu'on connaît bien, qui est à renaturer, qui part un petit peu là où elle veut en ce moment, mais il faut revoir un petit peu tout cela. La forêt est à sauvegarder. Ça revient régulièrement. Ensuite, la relation à la SAR. Les entreprises qui travaillaient ici étaient des entreprises qui travaillaient toutes avec la SAR, que ce soit vraiment la partie centrale de l'activité faïencière, mais tous ceux qui travaillaient autour travaillaient avec la SAR. Il faut retrouver véritablement un bon usage et une bonne proximité avec la SAR. Et puis, on l'a dit, de la culture, voilà, il y a beaucoup d'attentes croisées. Oui, il y a aussi beaucoup d'habitants qui veulent donner leur avis. Il y en a d'ailleurs certains qui ont intégré le comité consultatif. Oui. On peut encore le rejoindre? Il a encore un rôle à jouer, ce comité consultatif? Alors, oui, l'idée des comités, c'est pas de cloisonner, de fermer. On a au niveau de cette commission beaucoup de gens qui sont très intéressés par les lieux. C'est un des lieux qui passionne le plus les Sarregueminois dans leur devenir. Alors il y a aussi des gens qui sont plus ou moins assidus, il y a donc des places qui se libèrent quelquefois, donc quand on est très motivé, il faut se renseigner, puis on peut voir ce qu'on peut faire. Mais il est important que ce soit un peu participatif parce que tout le monde ramène ses idées, on discute, et il faut aussi expliquer, il y a des choses qui peuvent paraître séduisantes à premier abord, lorsque les gens voudraient par exemple qu'on garde tous les bâtiments, c'est important dans le cadre de cette commission d'expliquer qu'on ne pourrait pas le faire. Parce qu'on a l'expertise, et je rends hommage d'ailleurs à Lignonel, parce que nos acteurs ici sur le terrain, comme Julien, ils ont en fait une expertise technique, mais ils ont aussi le tact, parce qu'ils travaillent avec de la culture. Donc il faut trouver d'un côté l'expertise technique, mais avoir une sensibilité qui fait qu'ils repèrent les choses intéressantes. On est avertis, et je l'en remercie, parce que c'est très important pour nous de travailler comme ça. Raymond Netzer, vous qui connaissez bien le site, vous imagineriez quoi? Vous voudriez qu'il y ait quoi comme projet? Salle de spectacle, voilà. Ça vous plairait? Ça, là-dedans, oui, je suis, pour des bons groupes, voilà, c'est bon. Bon, ça fait un vote de plus pour les concerts. La ville ne sera a priori sans doute pas seule à mener des projets ici. Quelles sont les propositions de promoteurs? Quels projets allez-vous accepter? Alors, d'abord, la ville, pour l'instant, elle a évidemment le mot avec ses partenaires. Je pense notamment à la communauté d'agglomération, puisque là, les projets qu'on va bien sûr proposer sont d'importance et de rayonnement, évidemment, sur notre communauté d'agglomération, si ce n'est davantage. Et puis, la ville et même la communauté d'agglo ne peuvent pas faire tout elle-même. Il est clair qu'on aura besoin des initiatives privées. Et il y a notamment en matière de logement. On a la possibilité ici, puisqu'on a 7 hectares de forêt, de proposer du logement à proximité d'un décor naturel, ce qu'on ne peut pas faire partout. Pardon, mais est-ce qu'on a besoin de logements à Sarreguemines? Parce que Sarreguemines perd des habitants et a de plus en plus de logements vacants. Oui, alors c'est une bonne question qui mériterait presque toute une émission. Okay, je suis prêt à venir vous répondre à vos questions là-dessus. Mais simplement pour vous dire que le logement d'une ville, quelle qu'elle soit, doit évoluer. C'est-à-dire que vous avez toujours à faire de nouvelles propositions de logement parce que les attentes des jeunes changent. Il faut qu'ils aient aujourd'hui la fibre, il faut qu'ils aient une proximité avec la nature, il faut qu'il y ait un rapport au stationnement, au parking, au garage différent. Enfin, les attentes évolue, donc il faut aussi que l'habitat évolue. Mais, je le précise tout de suite, cette zone ne sera pas une concurrence du centre-ville. C'est-à-dire que nous travaillons de la même manière, l'habitat à plein centre-ville, dans l'habitat ancien, dans les rues anciennes, mais en même temps, l'opportunité que nous avons ici doit permettre d'équilibrer l'habitat à Sarreguemines pour qu'il y ait réponse à tous les goûts, à tous les coûts aussi, et puis pour qu'on prépare un avenir à Sarreguemines en matière d'habitat. Vous savez qu'il y a des projets comme le Solis, donc il faut qu'on ait une diversité de l'offre, et c'est ici qu'on pourra aussi proposer une partie de cette diversité. Alors que ce soit pour de l'habitat ou autre, est-ce que vous avez des projets concrets déposés par des promoteurs ? On a des projets concrets, oui. Il y a notamment, il ne vous aura pas échappé qu'en matière
d'hôtellerie, nous n'avons pas beaucoup d'offres sur certaines gammes et sur certaines attentes. Par exemple, nous avons des propositions très concrètes, mais nous en avons également dans d'autres domaines liés au sport, liés à l'habitat. Alors là, je vous l'ai dit, j'ai déjà vu un certain nombre de personnes qui viennent avec des projets. Il y a les projets, bien sûr, des collectivités. Vous en avez cité quelques-uns. Je peux vous assurer que, à mon avis, rien qu'au stade actuel, si j'arrêtais déjà maintenant les projets, je ne suis pas sûr qu'on arrive à tout mettre sur l'espace qui sera disponible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on a une salle de spectacle, eh bien, il nous faudra un parking, parce qu'il y a déjà ça. Il faut des voies de circulation. Et les voies de circulation ici seront impactées par la réflexion globale. Vous savez, ce serpent de mer dont on parle souvent, qui est le contournement de Sarreguemines, je le dis avec humour parce que là aussi, on n'a pas jeté l'éponge, mais il faut qu'on anticipe quels seront demain les flux de circulation dans la ville. On va d'ailleurs, dans les prochains temps, probablement lancer aussi une étude de circulation sur la ville. Voilà, les routes, ça prend de la place, les parkings, voilà, donc c'est un tout, et vous voyez, 33 moins les 7 hectares de forêt, moins la voirie, il faudra bien cibler. Alors, je le disais en début d'émission, ça fait déjà depuis 2007 que le site est à l'abandon. Vous allez décider quand de l'ensemble des projets qui soient menés par la ville ou qui soient accordés à des promoteurs? Les décisions, elles seront prises quand? Mais nous avons déjà commencé. Alors, qu'est-ce qui est déjà sûr concernant l'avenir du site? Non, mais ça s'appelle une zone d'aménagement concerté. Zone d'aménagement concerté, ça veut dire qu'on ne peut donner aucun feu vert à un porteur de projet quelconque pour lui céder un morceau ou pour dire « vous êtes sûr, je vous prends, vous allez pouvoir vous installer là », sans avoir une vue complète de toutes les décisions. Concerté, ça signifie justement que tous les projets doivent avoir leur place, qu'on doit être certain des voies de communication, qu'on doit être certain de l'aménagement global avant de dire ça y est, go, on signe avec tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer la réponse pour Pierre, Paul ou Jacques, parce que du coup, je ne peux pas tout garantir. On n'a pas encore tout dans les cases. Oui, mais voilà. Ça sera quand? Pardon? La décision, elle pourra être prise quand? Alors, elle sera, pour l'instant, nous sommes dans les questions, le démarrage de la ZAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, a eu lieu. Nous suivons les étapes en accord avec les techniciens qui opèrent sur place et nous opérons les auditions des porteurs de projets. Je pense qu'on aura l'année prochaine une vision. Ça a été donné d'ailleurs, une vision qui sera dépendante, à mon sens, de la question de la circulation et de la voirie. D'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine, on revient sur place pour le choix sur un bâtiment. Il y a encore un bâtiment dont le sort n'est pas réglé, on le garde, on ne le garde pas. Donc on va venir en équipe la semaine prochaine avec nos conseillers, nos techniciens, et on va discuter. Moi, je le dis comme ça, David le gardait parce que je suis déjà venu voir plusieurs fois. Mais on va discuter avec les spécialistes pour, contre, et puis ça, si j'en choisis un, ça veut dire qu'il y en a un autre peut-être qu'il faudra laisser tomber, mais on va discuter tout ça. Donc aussi longtemps que les choses ne sont pas plus claires de ça, je ne peux pas dire à un porteur de projet, ok, on vous accepte à cet endroit-là. Parce que cet endroit-là, peut-être qu'il sera demain traversé par une route. Donc aujourd'hui, certains savent que je leur ai dit que je trouvais leur projet intéressant, que j'aimerais bien qu'ils y trouvent une place, à condition, toutefois, eh bien, que la procédure de ZAC, de zone d'aménagement concerté, permette de leur proposer une solution qui leur convienne. Donc, aménagement concerté signifie qu'il faudra qu'ils aient tous un peu de patience. Mais qu'ils y travaillent déjà, comme nous y travaillons, et puis on se retrouvera, on sera d'autant plus efficace demain. Alors on va parler plus science-fiction. Une dernière question pour finir cette émission. Vous imaginez comment Sarreguemines dans 20 ans? Écoutez, une ville dynamique, une ville jeune, une ville de culture, une ville où il fait bon vivre, une ville verte, on le voit autour de nous, on entend chanter les oiseaux, ce qui ne signifie pas qu'on soit figé, on est une ville tournée vers l'avenir. On a parlé tout à l'heure du transfrontalier, le transfrontalier aussi, je vois une ville transfrontalière, une ville européenne, à la veille de nos scrutins européens. Voilà, je pense que ce sont nos atouts, et dans ces atouts, eh bien, cet endroit, j'espère que l'esprit faïencier nous habitera, parce que les faïenceries, si elles ont subi des coups durs,
plein de nostalgie, c'est vrai, je le suis aussi, eh bien, ça reste vraiment, je dirais, un atout majeur tourné vers l'avenir, et peut-être pas seulement de nos musées. Eh bien, on espère, en tout cas, on a tous hâte de voir ce à quoi ça va ressembler, comment va évoluer concrètement ce qui est pour l'instant une friche et qui effectivement pourrait devenir le fleuron de la ville de Sarreguemines. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera toujours très couvert et des averses localisées pourront se produire tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain nous fêtons les Justins et il fera jour de 5h31 à 21h28. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives.